Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TV78. Tout de suite, les titres de ce mardi 12 septembre. La mobilisation sociale contre la réforme du Code du travail. Un cortège de manifestants a défilé cet après-midi à Paris et les 9 unions locales de la CGT 78 y ont participé. Ils avaient pris le départ depuis le département plus tôt dans la journée. Il est d'une violence jamais enregistrée dans la zone. L'ouragan Irma a dévasté les Antilles françaises ainsi que toutes les Caraïbes. Des opérations de sauvetage et de solidarité se sont organisées du côté des Yvelines. Nous en parlons avec nos invités, le capitaine Sébastien Avenel et Jean-Luc Guisselin, président de l'Union locale de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines. Enfin, dans un an, c'est la Ryder Cup qui se déroulera du 28 au 30 septembre 2018 au Golf National. La Coupe du Monde de golf est très attendue. Un compte à rebours vient d'être lancé à Voisins-le-Bretonneux. Et pour débuter ce journal, un droit de réponse, celui du département des Hauts-de-Seine, qui, avec le département des Yvelines, donc il y a un projet de fusion. Il indique que ce projet n'a pas encore été rejeté par l'État. Une décision officielle ne doit intervenir qu'à la fin de l'année. Il ne s'agit pour l'instant que de rumeurs émanant de certains ministères, contrairement à ce que laissait penser notre reportage hier. Cela fait un siècle que Paris attend son heure. Demain à Lima au Pérou, le comité international olympique officialisera sa décision sans changement de dernière minute. Les JO 2024 devraient être attribués à la capitale. Et les derniers Jeux olympiques d'été s'y étaient déroulés en 1924. S'en est suivi plusieurs échecs pour les candidatures en 1992, 2008 et 2012. Annonce officielle demain aux alentours de 20h. Et pour cette grande journée de demain, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines organise des animations dès 17h en présence de nombreux sportifs français comme l'équipe de France de cyclisme sur piste. L'événement de demain se prépare d'ailleurs dès aujourd'hui au Vélodrome national. Les installations ont débuté dans l'enceinte saint-quentinoise qui s'apprête à recevoir beaucoup de monde. Pas moins de 800 enfants, notamment des écoles du territoire. Propos recueillis par Mickaël Elmidoro. Là, on est en plein montage du site, on installe certains ateliers, on a le terrain de foot qui est déjà mis en place, on est en train de mettre le parcours de golf, on finalise la signalétique, enfin voilà, on a pas mal de personnes mobilisées pour faire en sorte que demain tout soit fin prêt pour accueillir les scolaires en journée et après le grand public à partir de 17h. Je vous le disais en titre, journée marquée par la mobilisation sociale contre la réforme du Code du travail à l'appel de la CGT. Défilé dans les grandes villes de France comme à Paris et les militants de la CGT 78 ont pris la route de la capitale en milieu de journée. Une soixantaine de personnes, notamment depuis de Trappes. Nicolas Kirillovitz était sur place. Le rendez-vous était donné sur un parking, dans une ambiance calme à l'heure du déjeuner. Près d'une soixantaine de personnes ont répondu présent au départ organisé à Trappes par la CGT 78. Et l'organisation au point, retraités, salariés ou chômeurs souhaitent faire passer leur message. Tenir bon malgré la détermination répétée du gouvernement à réformer le Code du travail par ordonnance. La rue fera reculer un jour ou l'autre. Même si avec la loi El Khomri, on a eu beaucoup de manifestations, on n'a pas fait reculer, mais il le paiera cher quand même, à un moment ou à un autre. Et la CGT a déjà prévenu, une nouvelle journée de manifestation est prévue le 21 septembre prochain, la veille de la présentation du projet en Conseil des ministres. Dans le détail, la réforme du Code du travail prévoit 36 mesures pour le renforcement du dialogue social selon le nom officiel, avec notamment le plafonnement des indemnités prud'homales, la fusion des différentes instances représentatives du personnel ou encore la possibilité de mise en place de contrats de chantier. C'est aussi, enfin et surtout, plus de négociations possibles au cœur des plus petites entreprises. Les accords de branche, les accords, qui étaient nationaux, seront balayés pour des accords d'entreprise. Malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de syndicat ou inexistant. Eh bien, là, ce sera la loi du patron. Voilà. Selon le calendrier souhaité par le gouvernement, les ordonnances devraient rentrer en vigueur dès le 25 septembre prochain.
L'autre grande actualité du jour, c'est les suites de la catastrophe Irma. Le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui aux Antilles pour constater les dégâts causés par l'ouragan. Il a pu ainsi mesurer la colère des habitants sur place, colère qui se fait grandissante également en France pour dénoncer la gestion de la catastrophe. C'est le cas par exemple de Florence Choquet, une avocate yvelinoise. Ses 2 fils étaient présents à Saint-Martin. Ils sont restés 5 jours bloqués, coincés dans la partie néerlandaise de l'île qu'ils avaient rejoint pour se protéger. Témoignage collecté par Nicolas Kirillovitz. Dès lors qu'ils étaient en zone hollandaise, la cellule de crise française indiquait qu'ils ne pouvaient rien faire pour eux parce qu'ils n'étaient pas sur la partie française de l'île. Et tout d'un coup apparaissait une notion de frontière qui habituellement n'existe pas sur l'île. Donc les Français ne voulaient pas s'occuper d'eux et d'aller les chercher pour les rapatrier, pour les mettre dans des centres d'hébergement, pour les aider, leur trouver de la nourriture et à boire. Et les Hollandais leur disant « Nous, on ne vous prend pas en charge car vous êtes Français ». Donc on s'est retrouvés dans un casse-tête impressionnant sur ce petit confetti avec une négation totale de la notion d'Europe, me semble-t-il. Mes enfants ont eu la chance qu'on se soit démenés auprès du Quai d'Orsay grâce à mon député qui est vice-président de la Commission des Affaires étrangères, qui a pu faire remonter le problème, ce casse-tête impressionnant aux autorités, aux plus hautes autorités. Et mes enfants ont pu être évacués dans un avion militaire dans la nuit de dimanche à lundi pour être rapatriés à la Martinique. Et pour venir en aide aux populations sinistrées du dévastateur ouragan Irma, les Yvelinois s'organisent, opération de sauvetage et de solidarité. On en parle avec notre invité Jean-Luc Guisselin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'unité locale de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines. Je précise également que normalement nous devrions avoir aussi sur ce plateau le capitaine Sébastien Avenel, chef du centre d'incendie et de secours de Chanteloup-les-Vignes, pour parler avec lui des pompiers yvelinois qui sont envoyés en ce moment aux Antilles. Première question pour vous, Jean-Luc Guisselin. Voilà, lors d'une catastrophe de ce type, quelles sont les missions de la Croix-Rouge ? Les missions de la Croix-Rouge sont d'essayer de venir au secours des populations le plus rapidement possible. Nous avons, nous, sur place, une cellule spécifique Amérique-Caraïbes qui avait déjà des stocks et qui a pu mettre en place un certain nombre de choses. À samedi, on avait une centaine de volontaires Croix-Rouge qui avaient été envoyés sur place et qui étaient arrivés sur place pour aider avec des kits hygiène, avec des kits logement, des kits pour essayer de trouver de l'eau potable autant que faire se peut, plus des stocks d'eau potable, de nourriture et de vêtements. Mais bien sûr, la catastrophe est d'une telle ampleur que c'est un peu, je ne vais pas dire une goutte d'eau, mais c'est pas forcément très visible au total. Mais bon, c'est ce qu'on a été en mesure de faire tout de suite. C'est important de réagir très vite. Vous le dites, il y avait déjà une cellule en place toute l'année. De toute façon, il y a une cellule. Mais évidemment, la cellule elle est en Martinique, en Guadeloupe enfin bon, peu importe. En tout cas, pas là où la catastrophe s'est produite. À Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Voilà. Et le problème d'arriver à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, c'était le même problème que tout le monde. C'est qu'il n'y avait pas de transport. Il n'y avait pas de possibilité d'envoyer un avion. Il y a des heures et des heures de bateau. Les communications aussi qui sont interrompues. Les communications étaient difficiles. Donc, nous avons mis en place aussitôt que faire se pouvait aussi une cellule d'aide psychologique pour essayer d'accompagner les impliqués qu'on a pu trouver sur place et qu'on a pu contacter. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons été amenés à faire un appel à dons, parce que on sait que ça va être un travail de longue haleine et que ça va demander et du temps et de l'argent pour arriver à tout mettre en place. Et d'ailleurs, pour faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Croix-Rouge française. Alors, vous disiez tout à l'heure, Jean-Hugues Guisselin, qu'il y a des bénévoles qui se sont proposés pour aller prêter main forte sur place. Est-ce que c'est le cas, par exemple, pour des bénévoles de l'unité locale de Saint-Quentin en Yvelines ? Alors, pas pour aller sur place. Nous avons des bénévoles de Saint-Quentin en Yvelines qui sont allés au ministère des Affaires étrangères pour répondre au téléphone pour toutes les recherches de personnes et tout ça. Donc, les gens qui sont partis pour 12 jours et on n'avait pas de bénévoles sur le moment qui pouvaient se libérer pour aussi longtemps. Mais bon,
a envoyé une centaine de personnes déjà au niveau national, donc on va voir ensuite pour prendre la relève. Volet solidarité, également volet sauvetage avec notre invité qui nous a rejoint, le capitaine Sébastien Avenel. Vous êtes le chef du centre d'incendie et de secours de Chanteloup-les-Vignes. Alors, il nous reste très peu de temps dans cet entretien. On va aller directement à l'essentiel. 13 pompiers yvelinois qui ont été envoyés pour cette catastrophe Irma aux Antilles, c'est ça ? Tout à fait. On a 13 pompiers donc, des Yvelines qui sont partis dans un détachement de 60 personnes d'Île-de-France, en fait. Donc, de chez nous, il y a 13 pompiers avec différentes compétences, des compétences en sauvetage d'éléments, en reconnaissance en milieu de grande hauteur, et puis des compétences logistiques également. Une brigade également cynophile, je crois, voilà, un maître et son chien. Voilà, un chien avec un conducteur cynotechnique qui est parti également, donc depuis mercredi dernier. Tout à fait. Et quelles vont être les missions sur place, du coup ? Alors, les missions sur place sont de la distribution de vivres, dans un premier temps, et puis après c'est de rétablir les axes de circulation qui sont des priorités, et puis de faire du bâchage, du renforcement de structures aussi, et en même temps d'installer un camp de base pour que nos personnels puissent aussi s'installer et avoir un minimum d'hygiène pour que la mission puisse s'installer dans le temps. Voilà. Donc 13 pompiers yvelinois envoyés, c'est une mission qui va durer combien de temps là-bas sur place ? Alors là, nos 13 pompiers sont engagés sur une durée de 15 jours et nous sommes en train d'anticiper la relève pour que des gens puissent continuer sur place sur un format équivalent, sur une relève là, qui durera 21 jours, qui devrait arriver la semaine prochaine, sur un format de 12 à 13 personnes environ, qui viendront donc compléter le travail, continuer, parce qu'il y a effectivement beaucoup de travail, comme vous le savez, sur place. Donc pas d'effectifs supplémentaires, une relève qui est assurée ? Exactement, voilà, une relève qui vient à la suite et qui continue les mêmes missions qui sont forcément qui s'inscrivent dans le temps. Voilà. La dernière chose de ce court entretien, oui, c'est aussi l'une des missions des pompiers d'intervenir là. Ils sont affectés dans les Yvelines, mais d'intervenir dans d'autres lieux quand cela est nécessaire. Tout à fait. Depuis très peu de temps, on a une certification internationale qui nous a permis sur la zone Île-de-France, donc les 4 départements de la Grande Couronne et Paris, d'avoir une capacité d'intervenir toute l'année, en tout temps, avec un dispositif d'une soixantaine de personnes de la zone Île-de-France en tout lieu du globe une fois qu'une demande internationale est formulée. Donc on a cette capacité-là aussi à venir en renfort à l'international ou comme c'est le cas ici sur des îles françaises. Merci capitaine Sébastien Avenel, chef du centre d'incendie et de secours de Chanteloup-les-Vignes. Merci également à Jean-Luc Guisselin, président de l'unité locale de la Croix-Rouge 50 ans en Yvelines. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez faire un don sur le site de la Croix-Rouge. On va y arriver. Le site de la Croix-Rouge, croix-rouge.fr, pour venir en aide aux sinistrés de l'ouragan Irma. Quelque chose de plus léger, après cette actualité lourde, le parc Jean Carillon d'Éclès-sous-Bois s'est offert une seconde jeunesse. Une nouvelle piste de BMX a été inaugurée ce week-end. Elle fait le bonheur des petits comme des plus grands. Découverte avec Mélanie Poquet et Camille Lambert. La pluie n'aura pas découragé les enfants venus inaugurer la nouvelle piste de BMX d'Éclès-sous-Bois, un équipement attendu depuis longtemps par les habitants. Les virages, ils roulent bien. Il y a une piste pour les grands et une piste pour les plus petits. Ils ont commencé le BMX il y a 3 ans et puis ils attendaient depuis 2 ans d'avoir une piste où ils puissent avoir un entraînement plus régulier. Sa rénovation s'inscrit dans le réaménagement du parc Jean Carillon débuté en avril 2017. Coût des travaux 1 million d'euros financés par l'Éclès-sous-Bois et la région Île-de-France. Un investissement nécessaire pour la commune. On a une ville qui est très sportive, où on a une section, l'USMC, qui est très investie, multisport, qui est très investie. Et on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de sportifs, d'autant plus que certains vont courir ou faire du vélo dans la forêt qui est juste à côté. Donc voilà, on veut conserver justement ce dynamisme et cet état d'esprit. La piste de BMX, homologuée au niveau régional, servira aussi aux entraînements nationaux, notamment aux champions et vice-champions de la section d'Éclès-sous-Bois. Autre inauguration du côté de Saint-Cyr-l'École. Plus de 300 élèves ont fait leur rentrée dans un tout nouvel établissement. Le groupe scolaire Jacqueline de Romilly, situé dans le nouveau quartier Renard, a accueilli ses premières classes la semaine dernière. Camille Lambert. 16 salles de classe, 2 cours de récréation et une bibliothèque. Le nouveau groupe scolaire de Saint-Cyr-l'École a fait sa première rentrée en même temps que les élèves. Cette école, en travaux depuis 1 an et demi, marque une étape importante du nouveau quartier Charles Renard, en chantier depuis 2008.
c'est un peu une des premières inaugurations phares puisqu'on a livré des premiers logements. On a déjà travaillé sur des mises en état des sols, des préparations de terrain, mais vraiment la livraison des espaces publics et des équipements publics, c'est vraiment là que s'incarne la vie du projet et le vrai démarrage et que les habitants peuvent voir comment ce quartier prend vie. La construction de l'école Jacqueline de Romilly, financée par Grand Paris Aménagement, a coûté plus de 11 millions d'euros. Le bâtiment a été pensé de manière moderne et épurée. C'est sur l'écriture, donc c'est l'apprentissage, l'écriture, donc d'où cette façade composée de lettres. Voilà. Et après, à l'intérieur, une simplicité, une lecture des matériaux qui permet de lire l'architecture de façon simple et efficace. Elle s'intègre parfaitement dans cet environnement. On ne pouvait pas, comme dans d'autres bâtiments de la ville, construire à la mansarde. Il était indispensable de se projeter dans le XXIe siècle et je crois que l'architecture extérieure s'y prête tout à fait. Plus de 300 élèves de maternelle et de primaire sont scolarisés depuis le 4 septembre. À terme, l'établissement devrait en accueillir plus de 400. Il est un lieu de création et de diffusion pour l'insertion de travailleurs en situation de handicap psychique. Le théâtre Eurydice de Plaisir a lancé cette année son pôle art et handicap, lancement officiel qui était le 8 septembre dernier. Objectif, faciliter l'accès à la création culturelle des personnes en situation de handicap dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Pour en parler, Richard Le Tertre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du théâtre Eurydice de Plaisir. Alors ce pôle a été lancé tout récemment, on l'a dit, un lancement officiel le 8 septembre. Pourquoi le mettre en place? Je crois que vous avez fait un état des lieux à la base. Voilà, quel était votre constat? Bon, d'abord, le théâtre Eurydice est un ESAT, un établissement de service d'aide par le travail. On appelait ça les CAT dans le temps. Donc il y a 64 travailleurs en situation de handicap qui travaillent avec des professionnels autour. Et donc tout ça travaille autour des métiers du spectacle, la plupart en tout cas pour les métiers du spectacle. Et effectivement, on est très intéressé par la question de la culture puisqu'on est un théâtre autour de la culture, enfin un ESAT autour de la culture. On est un peu les deux sur ce territoire de Saint-Quentin maintenant. Donc le pôle art et handicap est né du festival Orphée. Le festival Orphée existe depuis 15 ans sur le territoire des Yvelines. Un festival annuel. Voilà, donc art et handicap, qui présente des spectacles des personnes en situation de handicap sur scène. Et donc on a fait aussi le constat que une fois par an, d'accord, il y avait le festival, et qu'est-ce qui se passait le restant du temps? Et on constate, et on a donc procédé à une étude avec des étudiants en ingénierie sociale, qu'il y avait absolument très peu de contact entre les établissements médico-sociaux, donc là où les gens habitent ou travaillent, ou en tout cas sont référencés, et puis les établissements culturels. Par contre, il y avait un désir des uns et des autres de travailler ensemble. Donc, ce désir existait. Il existait. Alors, dans d'autres départements, dans le 95 par exemple, ça existe depuis quelques années, où effectivement une compagnie amie travaille là-dessus et a donc aussi développé le pôle art et handicap pour leur territoire. Et on a décidé de se réunir et de lancer. Il y a eu un appel à projet par le Sénat, la Caisse nationale autonomie solidarité, qui a été remporté. Et donc, on a décidé de créer un pôle art et handicap régional. C'est ça le but à la fin, c'est qu'il y ait une structure régionale avec des antennes départementales. Exactement. En parallèle, des festivals que nous avons aussi réunis ensemble. Donc c'est une dynamique régionale, une dynamique de coopération. Et le pôle art et handicap 78-92, le théâtre Eurydice, s'en est chargé. Et donc, effectivement, on a fait un lancement officiel, mais ça fait 3-4 mois qu'on y travaille. Oui. Et donc, voilà, il y a toute une méthodologie pour arriver à ça. L'idée finale, effectivement, est de permettre à tous les établissements, à toutes les personnes en situation de handicap dans les établissements médico-sociaux, de pouvoir avoir accès à la culture auprès des théâtres de proximité. Parce que l'idée, c'est de travailler et de faire jouer cette proximité-là. Des fois, c'est en face, on ne traverse pas la rue. Finalement, un rôle d'entremetteur, faire le lien entre ces établissements médico-sociaux et aussi les établissements culturels, enfin les pôles culturels. En fait, on essaye de briser une glace, peut-être qu'elle n'existe pas tant que ça, mais finalement, comme les choses ne se font pas, nous, on répertorie, on a fait une cartographie, Google Maps accessible. Il y a eu plusieurs étapes. Ça a permis de visualiser qu'autour de 7 établissements médico-sociaux, il y avait un théâtre là au milieu, qui des fois se connaissaient pas, des fois se connaissent. Il y en a qui ont fait office déjà de partenariat, mais
finalement pas autant que ça. Et voilà, on essaye de les réunir et de leur proposer des actions simples, pas trop chères, de venir voir au spectacle, la présentation de saison, une visite du théâtre, voilà, et peut-être même un atelier de pratique artistique, parce que ça, ils sont très demandeurs de ça. Et ça constitue un ensemble de petites choses qui fait que toute l'année, il y a une relation pérenne qui se noue entre ces établissements médico-sociaux et ces théâtres de proximité. Ça permet aussi aux théâtres de proximité d'aller un peu plus loin dans la question de l'accessibilité. On parle bien de boucle magnétique, langue des signes, voilà, parce que le handicap, c'est pas une seule chose, c'est plusieurs types de handicap. Et c'est ça aussi qui perd souvent les médiateurs culturels, les gens des théâtres, parce que le handicap, mais qu'est-ce que c'est? Les gens en fauteuil, c'est compliqué, tout ça. Nous, on essaye de dédramatiser un peu, de dire, bon, c'est pas si compliqué que ça. Si on se parle, on trouve des solutions. Et finalement, c'est pour le meilleur de tout le monde, quoi. 2 derniers mots très rapides, là, les prochaines actions du coup, qu'est-ce qui va être mis en place autour de ce pôle arrêt handicap, les prochaines? Alors, on continue à mettre en place à réunir un peu les uns et les autres, et c'est les signatures de conventions de partenariat. Donc on essaye de pérenniser un peu ces relations-là, avec des conventions qui permettent d'identifier des partenaires, dans chaque établissement des personnes. C'est important. Et puis, on écrit cette convention en disant, voilà, cette année, on va faire ça, ça, ça et ça. Et puis, à la fin de l'année, on fera un bilan. Puis, nous, on sera présents pour l'arrêt handicap, pour rappeler ça, pour vérifier que les bonnes personnes sont toujours au bon endroit. Sinon, on en rechercher d'autres. Enfin, voilà. Faire en sorte d'être un peu l'huile des rouages de ces partenariats. Voilà. Et puis, je me permets, voilà, le théâtre Eurydice. D'un côté, c'est le pôle arrêt handicap. De l'autre, c'est le théâtre Eurydice et sa programmation, puisque effectivement, nous sommes un théâtre sur 50 ans en Yvelines, d'un genre un peu particulier, mais voilà, nous existons sur plaisir. Merci Richard Le Tertre d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur du théâtre Eurydice ESA de Plaisir, le théâtre Eurydice qui a lancé tout récemment un pôle art et handicap. Il nous a accordé une interview exceptionnelle cette semaine. Zep, c'est l'auteur de Titeuf, mais bien d'autres choses encore. L'auteur de BD a participé à une rencontre dessinée à la lanterne à Rambouillet. Principe, le public pose des questions. Zep y répond en dessin dans la salle des enfants et des adultes. Mélanie Poquet. Et voilà, le secret de son pseudo est dévoilé. Zep, le créateur de Titeuf, répondait en dessin aux questions du public à Rambouillet. Pourquoi la maîtresse a des cheveux bleus? Pourquoi Nadia ne sort pas avec Titeuf? Ou encore, comment Zep trouve ses idées? Il y a un côté comme un musicien qui viendrait improviser. Et moi, j'aime bien ce côté. Je trouve que le dessin a un côté spectaculaire que pendant très longtemps, on n'avait pas utilisé parce que techniquement, c'était compliqué de venir dessiner. On dessine petit et les gens n'arrivent pas à voir de loin, donc on dessinait sur des paperboards. Je trouve que l'exercice est assez marrant. Ça évite aussi de rouiller, parce qu'autrement, on a tendance à fonctionner sur des mêmes idées. Et là, je ne sais pas ce qui m'attend. Est-ce que vous avez prévu de refaire un magazine comme Cho, puisque ça permet de lancer beaucoup d'auteurs? Silence attentif dès les premiers traits de feutre, mais éclat de rire à la découverte du dessin, dans le public, des petits comme des grands. Peut-être pas assez long du coup, parce qu'on a envie de profiter encore de ses dessins, mais un super échange, on en apprend un peu plus sur lui, et surtout qu'il n'y a pas que Titeuf et que c'est un vrai artiste. C'est un peu grâce à lui qu'actuellement je fais des études de BD, et de tout ce qu'il a fait dans le monde de la BD, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un encore aussi motivé. C'était très bien et drôle. Et je trouvais qu'il dessinait très bien et je vais en faire mon métier plus tard. Ça fait plaisir de pouvoir voir un auteur de BD célèbre, une personne qui a beaucoup d'humilité. Cette première rencontre dessinée de la lanterne a rassemblé près de 200 personnes. Une vingtaine de chanceux est repartie avec un dessin original. Et si vous aussi vous voulez savoir comment Titeuf fait tenir sa mèche, voilà la réponse. La Ryder Cup se tiendra du 28 au 30 septembre 2018. C'est au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour promouvoir l'événement, la ville de Voisins, le Bretonneux, a décidé d'inaugurer samedi dernier un compte à rebours géant. Reportage lors du forum des associations de Mickaël Elmidoro et Mélanie Poquet. Les Vicinois sont désormais prévenus, la Ryder Cup, la Coupe du Monde du golf, arrive le 28 septembre 2018 sur les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Pour sensibiliser le public à cette manifestation, la ville a décidé d'inaugurer ce samedi 9 septembre un compte à rebours géant au centre sportif Les Pyramides.
c'est aux portes de voisins et que j'aimerais que les Vicinois, je dirais, profitent de cet événement, soient conscients de l'envergure de l'événement, de ce que ça peut apporter à notre territoire. Donc c'est vrai qu'on a souhaité les associer en ce jour de forum et puis que ce soit dans le gymnase qui voit passer presque 200 000 personnes par an. La Ryder Cup est le 3e plus grand événement sportif planétaire. Plus de 700 millions de personnes devraient regarder la compétition devant leur écran de télévision. À Saint-Quentin-en-Yvelines, près de 70 000 supporters seront présents quotidiennement pendant les 3 jours de compétition. Une première historique pour un golf en France. C'est la plus grande compétition de golf au monde. Les meilleurs joueurs américains contre les meilleurs joueurs européens. Et donc je pense que simplement, au niveau sportif, c'est quelque chose de très important, mais il faut que toute la population saint-quentinoise puisse en profiter. À l'heure où ce reportage est diffusé, il reste exactement 380 jours avant le début de la compétition. Avant de refermer ce journal, elle ornera à la mi-septembre la caserne des pompiers de Montigny-le-Bretonneux. Une fresque en trompe-l'œil de 5 mètres sur 2 viendra décorer la cage d'escalier. Elle est réalisée par une vingtaine de personnes, encadrée par la peintre Isouise. L'œuvre s'inspire de l'univers des casernes en 1845 et du thème de la pompe à bras. Un travail de recherche a d'ailleurs été nécessaire pour mener à bien ce travail. Ce qui rend tous les trompe-l'œil intéressants, c'est le travail de recherche justement pour authentifier un petit peu tous les vêtements, tous les bâtiments, les pompes, le matériel que les pompiers avaient à cette époque-là, la forme des maisons. Enfin, chaque chose, en fait, on fait une recherche pour que ce soit authentique. Donc du coup, c'est un grand thème de curiosité. C'est la fin de ce journal. Replay et reportage à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Excellente soirée à tous.